Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 804. Comme vous avez pu le voir dans la réaction live de ce chapitre, j'étais complètement à l'ouest. Il y a eu plein de questions, il y a des trucs que j'avais pas du tout compris. Et en un sens, c'est bien comme ça, ces vidéos vous permettent justement d'avoir le premier ressenti que j'ai. Et ça peut vous donner une bonne différence justement entre la première lecture et après la critique analyse. Donc là, j'ai eu le temps de faire pas mal de recherches et je peux enfin apporter beaucoup de réponses à des questions que je me suis posées lors de la première lecture. Surtout pourquoi à la fin de ce chapitre on a un putain de climax avec un animal anthropomorphique avec les habits de Nami et aussi quelques attributs de Nami. Ça faut être dur, faut être juste. Bref, plein de trucs à dire sur ce chapitre et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 804. Déjà, on va commencer par parler par les deux crétins que sont Kenjuro et aussi Kinemon. Et maintenant que je pense à eux, tout ce qu'on a vu sur Punkasa par rapport à Kinemon et aussi sur Dressrosa, on peut dire que ces deux mecs ne respirent pas l'intelligence, ce sont quand même de gros idiots, ça c'est sûr et certain. Et maintenant, pourquoi tous les autres ont réussi à esquiver le singe qui tombait alors que eux ils n'ont pas réussi? Quand on reprend vraiment le chapitre précédent justement à la fin, on a Kenjuro qui est en train d'expliquer justement que le troisième samouraï est en vérité un ninja et qui s'appelle Reizu. Et au même moment, il y a Luffy qui dit quelque chose qui arrive dessus, puis on entend le bruit té 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 té. Et là, Kenjuro dit, vu qu'il est en train de parler des ninjas, il dit bah tiens en fait, ce bruit-là c'est aussi le bruit que des ninjas font. Et après, il ferme les yeux et il fait un ninjutsu par rapport à Kinemon, parce que Kenjuro, vu que ça a l'air quand même d'un mec qui aime bien faire le con, vu qu'il est en train de parler des ninjas, il se dit tiens putain je vais faire une technique ninja à Kenjuro. Donc il fait la technique du ninja, j'ai plus le nom exactement, mais par rapport à ninjutsu où il lui bande les yeux. Et comme Kinemon, il lui demande aussi qui c'est qui fait ça, donc Kinemon il dit bah t'es le seul derrière moi donc ça peut obligatoirement être toi. Mais vu que Kenjuro ferme les yeux en faisant le truc et que Kinemon a aussi les yeux fermés à cause des mains de Kenjuro, c'est sûr et certain que ces deux crétins se sont pris le singe en pleine gueule. Et après on les voit complètement valdinguer. Dans la réaction live vous avez vu que j'étais complètement pété de rire parce que ça m'a fait vraiment rigoler. J'ai bien aimé cette situation. Le seul truc que j'arrive pas par contre à comprendre, c'est qu'ils sont en train de se casser la gueule et qu'ils arrivent quand même à communiquer avec, je crois que c'est avec Franky, qu'ils arrivent à communiquer une sorte de télépathie. Et ça, je ne sais pas comment ils arrivent à mettre ça en place. Bref, et on a aussi une autre télépathie par rapport à Franky, où là c'est le singe qui est peut-être en train de dire qu'il y a des intrus qui sont en train de rentrer et que normalement c'est interdit. Et bref, là ces deux trucs là, ça j'ai pas réussi à comprendre exactement pourquoi on a cette télépathie qui est mise en place. Et je peux pas parler de Kenjuro sans parler bien sûr du dragon, et j'ai bien aimé ce passage. Moi c'est pas un passage qui m'a fait rire, j'ai pas trouvé tellement comique, par contre j'ai trouvé vraiment poétique de montrer que quelque chose qui est complètement dégueulasse peut avoir un cœur, avoir une âme, et aussi le sourire qu'on a à la fin et comment l'équipage a pu s'attacher dessus, sauf bien sûr Law et Zoro. Ça m'a fait rire, dans le genre de Zoro de dire de toute façon c'est un dessin pourri donc je vois pas pourquoi vous pleurez parce qu'il est pas là, c'est qu'un dessin. Et ça c'est vraiment excellent. Attention, et ça je le garde, je le couperai pas au montage. Bref, j'ai bien aimé le passage. Et encore une fois, il y a le gros truc par rapport à Robin, qui le trouve encore mignon, qui l'encourage mentalement, puis qu'à la fin dépose un bouquet de fleurs comme sur la tombe, et à la fin le soleil avec le dessin du dragon. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai envie de faire. Et Jamais 203, il y en a peut-être une troisième plus tard dans la vidéo. Bref, j'ai trouvé le passage avec Robin et le dragon pas comique mais plutôt émouvant. Vous avez aussi remarqué pendant ma réaction live que j'ai été énormément surpris par l'aspect de la ville que j'ai trouvé vraiment très recherché, très belle au niveau architectural, et j'ai essayé de trouver où j'avais pu voir ça. Alors vous m'avez aidé et après j'ai vraiment pensé, vous avez parlé un petit peu du truc d'Indiana Jones qu'on voyait dans la dernière croisade, et justement ça m'a complètement fait penser au site de Petra où on a des sortes de monuments qui ont été sculptés directement dans la roche. Et après quand j'ai fait des zooms, j'ai aussi remarqué qu'il y avait pas mal de minarets, les sortes de grandes tours avec un cercle au milieu. Et franchement,
on est quand même dans l'architecture qui est propre au Moyen-Orient. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très très joli. Pareil par rapport aux différents symboles qui sont soit arrondis ou sinon en triangle. Ça faisait penser un petit peu des fois à des mosaïques ou quoi que ce soit. Donc pour moi, on est vraiment dans ce style. C'est tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Enfin, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, non. Toute l'architecture du Moyen-Orient, pour moi, qui a été la source d'inspiration par rapport à Ishiroda. Parce qu'on sait que Ishiroda, justement, quand il crée un arc, le décor d'un arc, justement, il puise son inspiration dans des éléments qui existent déjà dans le monde. On peut aussi remarquer que cette ville a une très grande connotation au niveau des animaux, ne serait-ce que le truc vraiment qui saute aux yeux, c'est l'arbre central avec la baleine. Et d'ailleurs, à la fin, la personne a dit qu'il y a des sortes d'intrus dans la forêt de la baleine, et là on reprend carrément ce thème. Et les intrus, moi je commence à avoir une idée de qui c'est. Déjà on a remarqué, enfin l'eau remarque que les portes ont été défoncées, on voit les charnières qui sont complètement tombantes, et pour moi on a dans l'île peut-être un combat en ce moment avec une nouvelle équipe de Kaido, c'est-à-dire que souvenez-vous, là il faut faire un petit flashback de ce qui s'est passé dans le chapitre 795 qui était le titre Suicide, où on voit justement l'équipe de Senji, Nami et tout ça qui sont en train de combattre des personnes, enfin des membres d'équipage de Kaido, et Mouton Sama se prend un grand shoot dans la gueule, et le reste de son équipage décide de se casser en disant qu'ils donneront l'information qu'il n'y a pas de samouraïs ici, et je pense que les chefs de Kaido n'ont pas dû accepter cette excuse, et ils ont renvoyé carrément un gros équipage bien badass justement sur l'île pour reprendre les éléments et pour reprendre les personnes. Et je savais qu'ils étaient aussi à la recherche d'une fille, donc ça pareil, on est encore dans le flou, mais je suis presque sûr et certain qu'on va avoir un grand équipage de Kaido sur cette île. Avant de parler justement de ce qui nous intéresse le plus ici, c'est-à-dire quel est le peuple qui vit ici et que sont devenus l'équipage de Senji et de Nami, j'aimerais refaire un petit retour sur l'équipage qui a justement atteint l'île, et j'aime bien le caractère qu'est en train de donner à certains personnages Ichiro Oda. Premièrement, au niveau de Robin. Robin, on l'a toujours vu comme quelqu'un de très très sérieux. Il a dû se passer quelque chose pendant les 2 ans, parce que maintenant je trouve qu'elle a un petit côté de folie qui est vraiment excellent et que je n'ai pas l'habitude de voir dans ce personnage. Par exemple, quand Usopp demande c'est quoi le truc qui est tombé, il y a Robin qui est en train de raconter que c'est peut-être une personne ensanglantée avec plein de couteaux dans le corps, puis après elle fait non, c'est peut-être un singe. Et là on voit Usopp qui est en train de dire mais c'est quoi cette première réflexion? Et dans la réaction live que j'ai eue, moi je n'avais pas remarqué que c'était Robin qui avait dit l'information par rapport au mec ensanglanté plein de couteaux. Je pensais que c'était un délire de Usopp, et je trouve que c'est vraiment bien qu'on montre une autre facette, une autre personnalité au niveau des personnages. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué et qui est vraiment très très bon, c'est au niveau de Zoro. Zoro prend de plus en plus d'importance au niveau de l'équipage et a vraiment son rôle de bras droit, son rôle de second. Il est vraiment présent. Rappelez-vous dans Punk Hazard, où à un moment il remet en question Luffy en lui disant maintenant on est dans le nouveau monde, donc faut arrêter de faire le con. On a vu aussi que par rapport à l'attaque de Pika, il avait quand même analysé le pouvoir de Pika et il savait que Pika allait dans différents morceaux de son corps pour se réincarner. Donc quand il devait couper, il devait vraiment analyser quelle partie était encore vivante. Et ça, c'est bien parce qu'il avait mis aussi en place un plan pour pouvoir détruire Pika. Et là, regardez bien, quand on le voit marcher avec l'eau, on voit qu'ils ont tous les deux une sorte de petit tilt au niveau de la tête, comme quoi qu'ils ont remarqué qu'il y avait un danger apparent. Et là, ça montre qu'il a un acquis de l'observation vraiment, vraiment développé. Et les 2 ans qu'il a passé avec Mihawk lui ont donné une putain d'assurance, une putain de technique, et maintenant je suis de plus en plus en train de penser qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à son œil, et ça, ce sera peut-être une prochaine théorie what the fuck du doc. Et là, on va arriver sur la partie la plus importante de ce chapitre, c'est le peuple présent dans cette île de Zou. Alors on sait que c'est l'éléphant, il a plus de 10 000 ans d'existence, et on peut aussi remarquer que le monde est quand même en ruine, donc il y a eu une civilisation florissante et après elle a commencé un petit peu à s'éteindre. Là on est exactement dans le même trip qu'on avait eu
sur Jaya. C'est bon aussi de voir le petit parallèle qu'il peut y avoir entre deux arcs différents, comme c'était le cas de Dressrosa avec Alabasta. Et ce peuple, c'est vraiment un peuple qui vit en autarcie et qu'on n'a pas beaucoup vu dans le monde extérieur de One Piece. Encore une fois, le monde de One Piece est un monde qui est vraiment super raciste. Et là, je parle de racisme par rapport aux races différentes, c'est-à-dire, comme on peut voir, les longs bras, les longues jambes, les hommes poissons, les visons, les géants et les nains. On voit pas de civilisation cosmopolite. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans One Piece. Moi, c'est un truc qui commence à me sauter de plus en plus aux yeux. Et là, on voit que le peuple qui est sur l'île de Zou, pour moi, c'est un peuple qui me fait penser aux Amazones. C'est-à-dire, c'est des femmes guerrières, mais en même temps, qui sont anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont ce sont des animaux, mais qui ont des habitudes d'humains. Et ça, on le voit beaucoup dans d'autres mangas. On en voit un petit peu qui sont présents dans Fairy Tail. On en a vu aussi pas mal dans Dragon Ball, mais dans One Piece, on n'en voit pas beaucoup. Les seuls qu'on voit, c'est les hommes poissons, mais on voit la réaction des humains par rapport aux hommes poissons, où pour eux, ce sont seulement des monstres. Après, on en a vu quelques-uns. On a par exemple Bipou qui est dans l'équipage de l'eau qui était un ancien Shichibukai, et aussi de Big Mom avec Peckham, mais on n'en a pas vu beaucoup autre part. Et après, les seuls autres animaux anthropomorphiques qu'on peut voir, ce sont seulement des possesseurs de fruits du démon du type Zoan, où ils sont dans un mode hybride, comme c'était par exemple un peu avec Lucci, ou alors à l'inverse carrément Chopper, qui lui est un animal mais qui a mangé le fruit du démon d'un humain. Et là, vu qu'on voit pas beaucoup d'animaux anthropomorphiques dans le monde de One Piece, on peut en déduire que les habitants de l'île ne sont pas beaucoup sortis, ne serait-ce que pour faire du commerce ou quoi que ce soit. Et ça me fait peut-être penser qu'il y a peut-être une poneglyphe qui peut être présent sur cette île, et ça serait quand même assez excellent. Maintenant, le tout est de se savoir vraiment ce qui s'est passé au niveau de l'équipage de Senji et aussi de Nami, et pour ça, il faut qu'on fasse quand même un petit récapitulatif de la chronologie depuis Dressrosa. On sait que Senji et l'équipage est parti de Dressrosa au moment où l'eau s'était fait totalement violer par Doflamingo. Après, ils sont partis et ils se sont retrouvés face à Big Mom. On sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé, ça c'est tellement Ichiro Oda qui nous donne des trucs mais il nous explique pas comment ça s'est passé. On l'aura sûrement dans un flashback plus tard quand on sera sur l'arc avec Big Mom. Et après ils sont arrivés à Zou et là ils ont découvert une partie de l'équipage de Kaido. Donc on peut dire que depuis leur départ jusqu'à la rencontre sur Zou de l'équipage de Kaido, il s'est passé à peu près 3 jours, parce qu'il y a aussi eu l'information de la fin du combat avec Doflamingo. On sait aussi qu'après la fin du combat de Doflamingo, Luffy est resté 3 jours pour reprendre des forces sur Dressrosa, et après il a mis une semaine de Dressrosa avec l'équipage de Bartolomeo pour pouvoir atteindre Zou. Donc on peut un peu spéculer sur le fait que ça fait une semaine que Senji, Nami et le restant de l'équipage est au niveau de l'île. Maintenant, faut se rappeler que dans le chapitre 795, quand on voyait la tenue vestimentaire de... C'est marrant, quand je parle de Nami, il faut toujours que je foute les mains comme ça. Après on dirait qu'il n'y a pas de fanservice. Le fanservice est seulement présent dans l'anime, hein, pas totalement dans le manga. Donc, quand on va parler de Nami... Nami, elle avait une autre tenue et ce n'était pas celle qu'elle avait justement sur Punk Hazard, parce que ça, il faut bien le remarquer que le soutien-gorge, là je suis obligé de faire ça, et aussi le pantalon, c'était une tenue qu'avait Nami au niveau de Punk Hazard, et même quand elle était à Dressrosa, c'était un autre haut de maillot de bain qu'elle avait, c'était justement avec des fleurs. Donc pour moi, je pense vraiment que Nami... que les vêtements justement ont été pris à l'équipage. Maintenant, ça ne peut pas être un pillage que les Visons ont fait en descendant sur pas sur le Going Merry, mais sur le Sunny, tout simplement parce qu'il n'y a pas de trace de pillage au niveau du bateau. Il n'y a rien qui a été saccagé, il n'y a rien qui est renversé ou quoi que ce soit. Donc on peut en déduire qu'il y a peut-être eu un commerce justement entre Nami et entre les Visions. Et quand on prend que d'après ma logique, l'île vit en autarcie depuis des millions, depuis des millénaires, et on sait aussi que Nami a une conscience mercantile qui est, enfin un savoir-faire mercantile qui est quand même assez élevé.
on peut remarquer qu'il y aurait peut-être une sorte de parallèle justement entre elle arrive et elle a dû donner des vêtements, elle a dû donner des babioles en échange de trésors, des pierres, de l'or ou quoi que ce soit. Donc ça on peut l'imaginer comme un ressort comique par rapport à l'avidité qui est présente par rapport à Nami.